Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je faisais à l'ancienne, une vidéo moment de partage dans laquelle je parle de mes séries du moment que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai envie de te parler, ou encore du dernier livre que j'ai dévoré, de l'expo qui m'a fascinée et du dernier album que j'ai écouté et saigné, et tant d'autres choses que je souhaite te partager. Dans le moment de partage du jour, j'ai envie de te parler de deux séries que j'ai regardées dernièrement, dont une que j'ai regardée il y a quelques temps et une dont je suis actuellement en train de regarder. J'ai regardé seulement les deux premiers épisodes. La première s'appelle The Night Agent et la deuxième série, il y a pas mal de saisons puisque c'est Scam France, il y a 11 saisons et je vais notamment te parler de cette dernière qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai envie de te parler du dernier concert que j'ai vu qui est le concert de l'Homme Pâle. Ces derniers temps je suis à fond dans la peinture, donc je te parlerai du matériel que j'utilise en ce moment, un matériel vraiment à petit budget, donc je te parlerai de mes bons plans. Et pour terminer, je te parlerai de la dernière expo que j'ai fait aux Carrières de Lumière au Beau de Provence, une expo incroyable. Si tu es prêt ou prête pour découvrir de nouvelles choses, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Comme d'habitude, la timeline sera sur la vidéo et en barre d'infos, donc n'hésite pas à t'y référer. Évidemment, cette vidéo est sans spoil, et puis je te laisse avec la première chose dont j'ai envie de te partager. La série The Night Agent. Je suis certaine que tu en as déjà entendu parler, que ça soit sur les réseaux sociaux ou si tu as Netflix, j'imagine que tu l'as certainement vu passer. On suit le personnage de Peter Sutherland, interprété par Gabriel Basso. C'est un agent du FBI qui travaille principalement la nuit dans le sous-sol de la Maison Blanche. Sa seule mission, répondre au téléphone si jamais celui-ci sonne. Sauf que ce téléphone ne sonne jamais, excepté la nuit où on va suivre ce personnage-là. Interprétée par Luciane Buchanan, elle est apeurée et elle appelle justement sur cette ligne de téléphone et donc Peter Sutherland va lui répondre pour lui venir en aide. Mais que se passe-t-il? Qui est cette femme? Pourquoi Peter Sutherland est enfermé en quelque sorte dans ce sous-sol et doit répondre à cette mission un petit peu spéciale de répondre au téléphone qui ne sonne jamais. On va suivre l'aventure de ces deux personnages-là, donc Peter et Rose. Comme je te l'ai dit, c'est une série de 10 épisodes qui est disponible sur Netflix. Elle est réalisée par Shawn Ryan, qui par ailleurs a réalisé la série SWAT. Alors personnellement, moi, ce que j'ai pensé de cette série, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas trop l'habitude de regarder ce genre de série-là où on suit la vie d'un agent de FBI, où on a comme cadre notamment la Maison Blanche. Moi j'ai pas tellement l'habitude de regarder ça et pourtant là j'ai vraiment été prise dans l'action pour le coup. J'ai trouvé l'intrigue vraiment bien ficelée et dans les deux premiers épisodes j'étais carrément dedans. Le sentiment premier que j'avais c'était de l'angoisse, puis je me suis sentie comme intégrée à cette série parce que finalement après ça je commençais à soupçonner un petit peu tous les personnages et puis certainement parce que cette série commence très très fort avec beaucoup d'action dès le départ. Le problème je pense avec cette action qui a commencé dès le départ, eh bien j'ai senti qu'il y avait quelques lenteurs au milieu de la série, puis c'est reparti un peu plus vers la fin, notamment pour comprendre le dénouement. Selon moi, ça manque un peu d'équilibre, un poil d'équilibre, parce que justement, je trouve que l'action n'est pas suffisamment dosée. Vers le milieu de la série, on n'a plus trop d'action, parce qu'on a justement des révélations par rapport à des questionnements qui ont été amenés par l'action qui a été très fortement présente vers le début. C'est tout autant intéressant, mais on va dire que le souci, c'est que selon moi, c'était mal dosé en termes d'action et de lenteur. Bon, ce qui est certain, c'est que ça ne m'a pas empêché de terminer la série et que j'attends bien sûr impatiemment la saison 2. Parce que oui, victime de son succès, au bout de quelques jours, donc moins d'une semaine, a été révélée la saison 2 de The Night Agent. Elle sortira normalement, si je dis pas de bêtises, courant 2024. Ce dont j'ai lu dans la presse, le réalisateur de la série, Shawn Ryan, aurait dit qu'à la base, lui ne souhaitait pas développer plusieurs saisons autour d'un scénario. Alors on pourrait se demander éventuellement de quoi va traiter la saison 2. Mais pour ça, il faut regarder la saison 1 si tu ne l'as toujours pas regardée encore. Donc je t'invite à la regarder et puis si jamais tu l'as vue, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Deuxième série que j'ai à te partager, c'est la saison 11 de la série Scam France. Si tu es une abonnée ou un abonné de longue date, tu sais certainement ici que j'adore Scam. C'est une série dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans diverses vidéos que je te mets juste sous cette vidéo là, donc n'hésite pas à aller les regarder si jamais Scam est une série qui te plaît. J'adore le concept de cette série car si tu ne le sais pas, à l'origine c'est une série norvégienne mais qui a été réadaptée dans plusieurs pays dont en France. Avant de te parler de cette 11e saison, j'ai envie de te parler un petit peu plus de ce concept de cette série si tu ne connais pas du tout, si tu n'as jamais entendu parler de Scam. Je dirais que Scam, c'est une série dans laquelle tu vas retrouver divers sujets sociétaux abordés par
des personnages. Par exemple, dans la série française, tu vas pouvoir retrouver différents sujets tels que l'homosexualité, le déni de grossesse, le consentement. En réalité, il y a encore tout plein de sujets puisque comme je te l'ai dit, il y a plus de 10 saisons et dans chaque saison, on va suivre un personnage qui traversera justement un de ces sujets. Il faut également savoir, je pense, que 5 saisons égale une génération. On en est à la 11e saison, ce qui veut dire qu'il y a, depuis le début de Scam, 3 générations. Ce que j'entends par 3 générations, c'est que dans 5 saisons, tu vas suivre plus ou moins 5 personnages. En réalité, tu vas en suivre plus parce que bien souvent, c'est une sorte de bande d'amis. Chaque saison est le focus d'un personnage dans cette bande ou du moins dans les personnages que tu vas suivre au fur et à mesure des saisons. Personnellement, je suis très attachée aux 5 premières saisons de Scam. Je dirais qu'il y a du bon et du moins bon dans chaque saison. Après, c'est un avis complètement subjectif, donc j'imagine que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'actuellement je vieillis et donc c'est plus une série, on va dire, adolescente. Revenons-en à nos moutons sur la saison 11 de Scam France. Dans cette saison, on suit le personnage de Rim. Donc la saison 11, c'est la première saison de cette 3e génération. Et on va suivre le personnage de Rim qui vient d'arriver dans un nouveau lycée. Et on comprend dès les premières scènes que c'est un personnage qui a au fond d'elle beaucoup de colère. On sent qu'elle n'apprécie pas du tout d'être dans ce nouveau lycée. Et de ce que j'en ai lu, parce que je n'ai regardé que 2 épisodes de cette saison 11, donc la thématique n'est pas encore totalement abordée, cette 11e saison aborderait le sujet de la délinquance et de ses stigmates. Comme je te l'ai dit, j'ai regardé seulement les 2 premiers épisodes, mais actuellement il y en a 6 qui sont sortis sur la plateforme France TV /. Un épisode sort tous les vendredis à 18h. Et normalement, si je dis pas de bêtises, une saison égale 10 épisodes. Alors comme je te l'ai dit, pour le moment, j'ai regardé seulement 2 épisodes de cette saison, donc je peux pas non plus trop en dire, mais j'ai quand même un regard porté sur ces 2 premiers épisodes, parce que ça plante le décor et donc on a toujours des premières critiques dès le début d'une série. Mais je dois avouer quand même que pour le peu que j'ai vu, je trouve cette saison assez bancale. Alors pourquoi je la trouve bancale? Moi, ce que j'aime dans cette série, c'est les personnages. C'est l'intensité que va mettre un personnage dans son rôle. C'est l'incarnation d'une thématique dans le rôle d'un personnage. Et là, actuellement, dans ces 2 premiers épisodes, j'ai trouvé que ça manquait d'intensité. J'ai trouvé que ça manquait de sincérité même. Le personnage principal, donc Rim, qui est interprété par Carla Souari, de ce que j'en ai vu, est pleine de colère. Et de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que en fait cette colère, elle est comme interprétée à la surface et non en profondeur. Par ailleurs, j'ai regardé ces 2 premiers épisodes sur YouTube parce qu'il faut savoir aussi que les épisodes sortent également sur YouTube. J'ai regardé dans les commentaires que plusieurs personnes comparaient le personnage de Rim au personnage de Lola dans la saison 6 qui est interprété par Flavie Delangle. Après, le souci je trouve avec cette comparaison, c'est qu'on suit quand même 2 personnages qui ne sont pas du tout pareils. On ne parle pas du tout de la même thématique, de la même situation, donc c'est un peu compliqué aussi je trouve au niveau de la comparaison. Mais par contre, si on doit comparer effectivement la colère de ces 2 personnages, car c'est ce qu'on voit, on voit quand même 2 personnages qui sont quand même en colère dans cette saison 6 et dans cette saison 11, et effectivement, je trouve que cette colère qu'interprète Rim est beaucoup plus lisse, je dirais, que la colère qui est vraiment très profonde, qui est interprétée par Lola. Et puis si je dois continuer à critiquer en quelque sorte, ou du moins à analyser ces 2 premiers épisodes, je dirais aussi que quelque chose qui me marque dans les saisons de Scam, c'est les liens relationnels qu'il y a entre les personnes dans ces clans en fait, dans ces groupes d'amis de saison en saison, ou du moins de génération en génération. Dans cette 3e génération, où on voit dans les premiers épisodes qui plantent vraiment le décor et notamment où on suit la présentation plus ou moins de chaque personnage auprès de Rim, j'ai trouvé que les relations entre les personnages sont assez faibles. Encore une fois, d'intensité et de sincérité dans les dialogues qui sont échangés. Et puis même, je trouvais limite que ouais, ces dialogues étaient assez linéaires, donc à voir dans le temps. Car bien sûr, je compte terminer cette saison 11 pour me faire mon propre avis. Et puis si jamais toi aussi tu regardes cette saison 11, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Le concert de l'homme pâle et sa tournée Mauvais Ordre. Si tu ne me suis pas sur Insta, tu ne dois certainement pas connaître ma passion, mon amour pour les chansons de l'homme pâle. J'ai saigné Flip, son premier album, j'ai sursaigné Janine, son 2e album, et là j'ai sursaigné son 3e album qui est Mauvais Ordre, qui est par ailleurs sorti le 16 septembre 2022, donc c'est assez récent on va dire. Et dans ce 3e album, il y a 15 titres. J'ai très envie de te parler de ce concert, mais avant ça, j'ai très envie de te parler notamment de ce 3e album avant de t'en dire plus sur le concert auquel j'ai assisté. Et j'ai notamment envie de te parler de la conception de ce 3e album car j'ai fait mes petites recherches
et franchement j'ai adoré ce que j'y ai trouvé. Personnellement, moi j'adore en savoir toujours plus sur les coulisses, les backstage, que ça soit des films, des séries, des reportages, des livres qu'a écrit un écrivain, des musiques, des albums. J'adore toujours en savoir davantage vraiment sur comment a été conçu le résultat. J'aime toujours comprendre les étapes. Donc pour cela, je vais citer Wikipédia qui raconte parfaitement l'élaboration de ce dernier album. En juin 2021, Lompal et tous ses collaborateurs ayant travaillé sur ses albums précédents se sont enfermés dans une grande maison du sud de la France avec plein d'instruments, composant du matin au soir. Ils sont repartis avec une trentaine de maquettes. L'artiste a, par la suite, passé 9 mois à écrire les paroles, donnant ainsi des morceaux à peu près finis. Puis, après avoir monté un groupe, les morceaux ont été joués des centaines de fois en privé pour faire ressortir les évidences qui parfois arrivent trop tard une fois joués en concert. Enfin, l'enregistrement s'est effectué dans un manoir avec du vieux matériel, en condition de live. Puis certains instruments ont ensuite été remplacés avec des sons à l'ordinateur, pour avoir ce truc un peu hybride, donnant ainsi le résultat final. Et puis si tu t'interroges sur le titre de cet album qui s'appelle Mauvais ordre, il fait référence aux chansons qui sont présentes dans son album, car en fait ça raconte plusieurs moments de vie, mais qui sont dans le désordre. Et cette fois-ci, contrairement aux chansons de ses 2 précédents albums, celle-ci ne parle pas de lui, excepté la dernière qui se nomme Pour de faux. Et par ailleurs, personnellement, j'ai beaucoup aimé ces storylines que tu peux retrouver dans chacune de ses musiques de son dernier album sur Spotify. Je trouve ça super bien parce qu'on a encore une fois jamais le backstage des morceaux. Et ce concert de Lompal, comment ça s'est passé? Il faut savoir que c'est la 2e fois que je vais le voir en moins d'1 an. Donc c'est pour te dire à quel point j'adore cet artiste. Je l'ai vu une première fois cet été, il me semble que c'était au mois de juillet au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine. Et pour le coup, c'était vraiment magique. Je dirais que le lieu et puis même l'acoustique dans ce lieu rendait le moment incroyablement magique. Et puis j'ai décidé de le voir une seconde fois à l'Arena de Montpellier. Je dirais que j'ai tout autant aimé que le premier concert que j'ai vu de lui cet été, mais c'était un peu différent par rapport à l'acoustique. Et je dirais que j'ai bien plus apprécié l'effet que ça rendait dans le Théâtre Antique, mais certainement parce que le lieu s'y prêtait. Mais qu'est-ce que je peux t'en dire d'autre? Je dirais qu'une chose que j'ai adorée et que j'avais déjà adoré de ce que j'en ai vu cet été, c'est que Lompal met vraiment tout son cœur dans l'interprétation de ses morceaux sur scène. On sent vraiment son dynamisme et même certains morceaux que je n'ai pas forcément appréciés dans son dernier album, sur scène, c'était totalement autre chose avec les musiciens en plus. Et donc, je dois dire que j'ai même aimé des morceaux qu'à la base, je n'aimais pas. J'ai énormément aimé la scénographie de ce concert, mais ma pote Clem, qui l'a vu une semaine auparavant à Paris, m'en avait déjà parlé, donc je m'attendais à quelque chose de plutôt cool. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé la scénographie. Différentes caméras le suivaient sur scène, et c'était par la suite projeté en direct sur des sortes de grands mâts, le voyant grand sous tous les angles. J'ai trouvé vraiment que c'était très simple, mais assez efficace pour le coup. On sent qu'il s'est rapproché de musiciens pour son dernier album et ça se sent vraiment que ça soit dans sa nouvelle patte musicale, je dirais, comme ce que tu peux voir en concert. Et pour le coup, je trouve qu'il les met plutôt bien en avant. Et donc, je dois dire que j'aime plutôt bien le fait que ces personnes-là ne sont pas dans l'ombre. Ils sont arrivés à peu près en même temps que lui, par la même entrée sur scène, au tout début. À plusieurs reprises, on a pu assister à un solo de son bassiste. Et à plusieurs moments, on les a vus suivis par une caméra et on les voyait projetés en grand sur ce grand tissu. Vous voyez en fait tous les musiciens, c'était super joli côte à côte. Ça les mettait vraiment en avant. Non, franchement, c'était super cool. Et puis, si jamais tu veux la liste des musiciens, je te les mets maintenant à l'écran. Et je vais essayer de terminer cette partie-là par te donner mon top 3 des musiques que je préfère de ces 3 albums confondus. La première, ce qui est certain, c'est que c'est Beau la folie. C'est la musique qui me représente le plus. J'ai l'impression que cette chanson a été écrite pour moi. 2, je dirais que c'est Flash de son album de Janine. Et la troisième, je dirais que c'est Sur le sol. Et je dirais que Sur le sol et Mom sont un peu côte à côte. Si jamais tu aimes beaucoup Lompal, n'hésite pas à me donner ton top 3 aussi. Du matériel de peinture pour petit budget. En ce moment, je peins. Je mélange des couleurs, je fais vivre des fleurs en dessin, en peinture, car après elles se meurent.
alors j'essaye de les mettre en avant et je prends tellement de plaisir à le faire que j'avais envie de t'en parler. En réalité, j'ai quand même pas mal de peintures, de pinceaux, donc de matériel de mes années universitaires, mais j'avais envie de racheter certaines choses pour faire perdurer un petit peu plus ma passion et pour racheter aussi des peintures que je n'avais pas. Et pour le coup, j'ai testé la marque Action. Et franchement, c'est pas mal du tout pour les personnes qui ont un petit budget et qui ont envie de peindre un petit peu de temps à autre, qui ont envie de se mettre dans une nouvelle passion et de ne pas forcément mettre, on va dire, un énorme budget là-dedans. À l'heure où je tourne là, cette vidéo, je n'ai pas les prix, mais si jamais je les ai, je te les mettrai à l'écran au moment du montage. Avant d'avoir acheté tout ça, ma belle-mère m'a gentiment offert une boîte avec plein de petites peintures, de petits formats de peinture acrylique que j'aime beaucoup. La plupart des peintures sont très pigmentées et donc j'aime énormément notamment le orange, le rouge et le lilas, il me semble. Ce sont des couleurs que j'utilise dans pas mal de mes peintures ces derniers temps. Donc vraiment gros plus pour cette petite boîte. Je crois qu'elle fait moins de 5 €, quelque chose comme ça. Pour le coup, ce que j'ai acheté, j'ai aussi voulu acheter ce même type de format de peinture acrylique. Il y en avait des pastels et d'autres couleurs. Et pour le coup, je trouve que la pigmentation est moins présente. C'est comme si elles étaient un peu gorgées d'eau. Mais si jamais vous ne souhaitez pas avoir des couleurs trop flash ou trop intenses, franchement, elles font parfaitement l'affaire. Et pareil, je crois que je les ai payées un peu moins de 5 €. J'ai également pris des pinceaux. Pour le coup, j'utilise H24. Je n'utilise même plus mes pinceaux que j'avais à l'université parce que justement, je trouvais que les pinceaux que j'ai achetés à l'université, certainement à Cultura ou encore à Rougier et Play, je trouve que ces pinceaux-là perdent énormément leur poil, contrairement à ceux de Action qui coûtent très peu cher, peut-être un peu moins de 3 €, quelque chose comme ça. J'ai aussi acheté ce grand carnet A4 qui, je pense, a un grammage de 180 et qui est parfait pour faire des aplats de couleurs, pour tester ces peintures avant de les réaliser en grand sur notre toile ou sur notre peinture à part. J'ai trouvé que le papier était extra parce qu'on ne voit pas à l'arrière lorsqu'on a fait des tests de peinture. Ça ne va pas sur la page d'après et ça c'est génial parce que ça peut souvent arriver selon le grammage du papier. Je dirais que le papier gondole un petit peu mais c'est pas non plus ultra dérangeant je trouve. J'ai également acheté cette petite palette toute simple, peut-être un peu moins de 1 € pour la peinture. Elle est nickel, elle fait parfaitement l'affaire. Et pour peindre, dernièrement j'ai acheté ce gros bloc de feuilles, il me semble qu'il y en a 50 ou 40, quelque chose comme ça. Ces feuilles font 180 grammes et pour le coup c'est vraiment ce que j'utilise pour peindre. Bien sûr à la fin la feuille gondole un petit peu mais je trouve que c'est pas plus dérangeant. Dès que c'est sec je mets des livres histoire d'aplatir la feuille. Pour le prix que c'est je pense que c'était un peu moins de 5 €. C'est nickel. Et puis si jamais tu aimes la peinture, je t'invite à me rejoindre sur Instagram car je partage souvent ce que je fais. Et puis je vais terminer cette vidéo avec la dernière exposition que j'ai fait. C'est de Vermeer à Van Gogh aux Carrières de Lumière. Avant de te parler de l'expo magique hors du temps que j'ai vue la semaine dernière, je vais te parler avant toute chose des Carrières de Lumière. Qu'est-ce que c'est? Donc si tu ne connais pas, les Carrières de Lumière sont situées au pied de la cité des Baux-de-Provence qui par ailleurs est un village magnifique. Si tu as l'occasion d'y aller, je t'invite vraiment à découvrir le village et puis si tu as le temps d'y consacrer 1 heure, je t'invite à aller voir l'exposition justement aux Carrières des Lumières. Donc c'est en 2012 que les Baux-de-Provence confient les Carrières de Lumière à Culture Espace, qui en font un centre d'art numérique proposant des expositions immersives. Mais en réalité cette carrière elle ouvre en 1800, donc plusieurs décennies auparavant, puis elle ferme pendant la Première Guerre mondiale et c'est seulement en 1959 qu'elle suscite l'intérêt de plusieurs artistes, notamment Jean Cocteau qui tourne Le Testament d'Orphée et depuis 2012 il y a plusieurs expositions qui ont eu lieu et actuellement depuis la nouvelle année ou depuis février, je ne sais plus exactement la date mais là depuis quelques mois, c'est l'exposition de Vermeer à Van Gogh, les maîtres hollandais. Donc c'est l'exposition que nous avons vue il y a quelques jours et qui était vraiment incroyable et que je t'invite à aller voir. Déjà parce que d'une part le lieu est incroyable, tu te promènes à l'intérieur de la pierre, la hauteur sous plafond est juste fascinante, c'est-à-dire que nous, êtres humains, on est tellement microscopique à côté de la grandeur de ce lieu et même à côté de la grandeur des œuvres qui sont projetées sur les façades, le sol et le plafond de ces carrières. Et puis ces projections sont accompagnées de musique que tu peux par ailleurs découvrir sur Spotify puisqu'il y a une playlist qui est disponible, donc je te mets pareil en barre d'infos. Ce qui est génial c'est que tu peux te promener dans divers endroits de ces carrières, c'est assez grand, tu as différents points de vue. J'ai été assez envoûtée du début jusqu'à la fin, les peintures sont animées avec la musique, je trouve que c'est une exposition qui doit être ultra intéressante même pour les enfants qui ont du mal à s'intéresser
à l'art, aux expositions, et même des adultes quoi, qui n'iraient certainement pas dans un lieu, dans un musée offrant toutes ces œuvres-là. Mais là, mis en abîme, mis en action, c'est juste incroyable parce que en tant que spectateur, on a l'impression de participer. Personnellement, l'an dernier, j'ai fait l'Atelier des Lumières à Paris et j'ai pas du tout accroché autant que là. C'est-à-dire qu'à Paris, déjà, c'est dans une sorte de hangar. Donc on n'a pas le lieu. Là, aux Carrières des Baux de Provence, c'est juste somptueux. On est quand même dans la pierre, donc c'est un lieu qui est chargé en histoire. Si bien que si tu es sensible, tu ressens vraiment les choses. Tu ressens vraiment au plus profond de toi l'énergie que ça dégage. Et moi, j'ai trouvé juste que c'était impressionnant l'effet que ça m'a fait au plus profond de moi. Je dois t'avouer qu'à la fin de la projection, j'ai pleuré. Déjà parce que on assistait en très très grand, à une partie du tableau La Nuit étoilée de Van Gogh avec la musique outro de M83. C'est une de mes musiques préférées de tous les temps. Et si bien que j'ai pas su retenir mes larmes quoi. Aussi parce que j'ai trouvé le moment incroyable avec les gens que j'aime dans un lieu comme ceci. Mais vraiment, le tout m'a procuré cette sensation que je n'avais jamais ressenti dans une exposition, donc c'est pour dire. Et pourtant j'en ai fait des expositions, donc je t'invite, si tu le peux et si tu le veux, à vivre cette expérience. Ça se situe au Baux de Provence. L'entrée, il me semble qu'elle est à 12 € pour les 7-25 ans, et sinon c'est 14,50 € il me semble pour les adultes, du coup, enfin au-delà de 25 ans. Donc moi je te dis qu'une seule chose, va vivre cette expérience et viens me raconter tout ça en message. C'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré te refaire une vidéo comme celle-ci, de moments de partage, où je te raconte tout plein de choses que j'ai vécues ces derniers temps. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu aimes ce format, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. Et puis moi, je te laisse ici. Prends soin de toi. Je ne te dis pas à vendredi prochain, mais à vendredi dans 2 semaines, mais à tout de suite sur Instagram. Je te fais des gros bisous et je te dis à vendredi dans 2 semaines. Salut!